Je suis ravi d'être avec vous ce matin, presque en tant que représentant des sociétés de gestion. Ostrom Asset Management est une société de gestion du groupe BPCE importante. Mon propos ce matin porte sur l'environnement macroéconomique, qui est quelque chose qui a beaucoup changé. Cette question était évoquée avec la nouvelle présidence américaine. Comment on peut resituer tout ça? Parce qu'on voit bien que tout est bousculé. Essayons d'avoir une lecture de cet environnement. Le premier point, si on voulait démarrer, il me semble que ce qu'on vit aujourd'hui est un peu la contrepartie de toute la période qu'on a vécue depuis une vingtaine d'années, qui est celle de la globalisation qui a plutôt bien fonctionné. En 2006, Thomas Friedman, qui est un éditorialiste du New York Times, écrivait en disant, a écrit un bouquin qui s'appelle The World is Flat, le monde est ouvert, et en indiquant qu'il y avait des opportunités absolument partout. Et effectivement, on l'a vu sur le plan économique, sur le plan financier, le monde s'est développé très rapidement et on en a tous bénéficié. La contrepartie de ce phénomène est qu'il y a eu une redistribution des cartes tout à fait considérable et on voit bien aujourd'hui que les tensions qu'on observe, la réaction américaine est en grande partie liée à la guerre entre la Chine, qui est apparue très puissante sur toute cette période. Je rappelle que la Chine ne représentait pas grand-chose en 2000. Aujourd'hui, elle a un PIB supérieur à celui de la zone euro. Donc on est sur quelque chose de très puissant qui, sur le plan technologique, a bousculé complètement les États-Unis. Et c'est, à mon sens, une des raisons pour lesquelles on a cette tension forte entre États-Unis et Chine. C'est que les États-Unis ont eu une forme de monopole technologique depuis la Seconde Guerre mondiale et que ce monopole est remis en cause par la technologie chinoise. On l'avait vu, on le voit de longue date. On se souvient du premier mandat de Trump avec les exclusions de Huawei, de ZTE, du marché américain. Ça n'a pas changé avec Biden et ça s'accentue avec le second mandat de Trump. Donc ça, c'est la clé de lecture, me semble-t-il, qui a bousculé tout l'ensemble. La deuxième clé de lecture, c'est qu'on a vu, après la pandémie, un certain nombre de difficultés macroéconomiques sur des pénuries. On se souvient tous des problèmes liés aux semi-conducteurs qui ont pénalisé tout un tas de constructeurs automobiles ou autres et qui ont généré une prise de conscience tout à fait considérable. Dans cet environnement, on ne peut plus dépendre exactement de la même façon du reste du monde qu'on le faisait auparavant. On a vu apparaître à ce moment-là de nouveaux thèmes, comme celui de la politique industrielle, qui était une notion qui avait disparu des manuels d'économistes, qui avait disparu des formations universitaires. D'un seul coup, cette notion est réapparue. On l'a vu aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, qui était de dire « venez produire chez nous, on est prêt à vous subventionner ». On l'a vu en Chine, on l'a aperçu en Europe, plus qu'on ne l'a effectivement observé. Mais on a ce basculement. D'un seul coup, l'économie est devenue plus régionale. Il a fallu regarder, trouver des moyens de développer notre économie sur notre propre territoire. Et chacun a fait ça à sa façon. L'Inflation Reduction Act, c'est juste dire venez produire chez moi, c'est mieux chez moi que chez vous. Les droits de douane qui ont été mis en œuvre, dont on ne sait pas très bien quel en sera l'avenir dans les prochaines semaines, c'est de dire plutôt que de payer des droits de douane, venez produire chez moi. C'est pas autre chose.
Et donc ça, c'est un environnement qui a changé radicalement par rapport à ce qu'on connaissait par le passé. Alors, il y a des changements importants il y a 3 types d'incertitudes. Hein. Bon, mathématiques, c'est sur l'incertitude. Il y a 3 types d'incertitudes auxquelles on est confronté. Des incertitudes politiques, on le voit avec les changements que j'ai évoqués, avec toutes les problématiques qu'on constate en Europe sur la question militaire qui était évoquée juste avant. Comment on va faire aujourd'hui, puisque l'OTAN ne joue plus exactement le même rôle. La puissance militaire américaine a plutôt tendance à se rebalancer du côté du Pacifique, moins du côté européen. Comment on fait dans cet environnement? C'est majeur parce que on sait que le militaire est une source de dynamique technologique importante. On se souvient dans les années 60, la façon dont les évolutions se sont faites aux États-Unis, que ce soit sur l'Internet ou sur les téléphones portables. Donc là, il y a un enjeu tout à fait considérable qui était souligné par mon prédécesseur tout à l'heure et qui est absolument essentiel pour bien saisir le changement et y contribuer fortement. Ça, c'est le premier point. Sur le plan économique, il y a des changements importants. On est passé d'un monde plutôt coopératif. Le monde ouvert de Thomas Friedman que j'évoquais était un monde où on pouvait faire des transferts de technologie sans contrainte, d'une certaine manière. Ça n'est plus le cas. On est passé de la coopération au chacun pour soi. Et ça, c'est un vrai changement. La politique mise en œuvre aux États-Unis est celle du chacun pour soi. On joue un jeu à somme nulle. Ce que j'ai, si je veux augmenter ma part du gâteau, il faut que je la prenne à quelqu'un d'autre. Alors qu'auparavant, la question était si je veux augmenter ma part du gâteau, eh bien, je peux contribuer avec d'autres à faire augmenter la taille du gâteau et pas simplement prendre ce qu'il y a aux autres. Ça, c'est un changement radical. Et on voit bien dans la dynamique de la politique américaine sur les droits de douane, cette question. Je mets un droit de douane très important parce que je ne veux plus rester dans le cadre multilatéral qu'il y avait précédemment, où tout le monde suivait les mêmes règles. Aujourd'hui, je veux que les pays divers et variés viennent chez moi négocier en prenant en compte ma propre puissance politique, Dixit, Washington et la Maison-Blanche. Donc là, il y a un changement tout à fait important et qui fait que le monde ne fonctionne clairement plus de la même façon. La troisième source d'incertitude est financière. On voit bien, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a une incertitude à la fois sur le dollar, le statut du dollar. Est-ce que l'objectif, c'est de le dévaloriser à tout prix pour permettre à l'économie américaine de retrouver une forme d'équilibre extérieur? Est-ce qu'il vaut mieux le revaloriser? On voit bien dans l'administration américaine, il y a ces deux visions qui sont concurrentes. On aurait tendance à le revaloriser parce qu'il y a une dette à financer et qu'avec un dollar qui baisse, on ne le refinancera pas par des investisseurs étrangers. Donc là, il y a une vraie question. La deuxième question qui est associée est celle de est-ce que les actifs américains sont toujours des actifs sans risque? Ça, c'est une dimension qui est nouvelle, qu'on n'avait quasiment pas observée par le passé, mais qui s'est instillée progressivement dans l'esprit des investisseurs. Et puis la troisième incertitude financière, c'est celle de l'indépendance de la Banque centrale américaine, qui est discutée et qui apparaît discutable finalement par tous les acteurs. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et associé à cela, associé à cet environnement, il y a une autre dimension liée aux banques centrales qui est importante, qui est de se dire, est-ce que les banques centrales qui ont porté la coopération internationale depuis Reagan, depuis 1985 et les accords du Plaza, est-ce que cette coopération, cette coordination des banques centrales va continuer? Ça, c'est une vraie question. Si effectivement on rentre dans un monde plus régionalisé, qu'on pourrait taxer de tripolaire, États-Unis, Chine, Europe, c'est un peu
à large coupe, mais restons sur ce niveau-là. Est-ce que les banques centrales, face à des économies qui sont plus régionales, qui sont plus autonomes, est-ce qu'elles ont intérêt à coordonner leur action? C'est une question à laquelle, pour l'instant, on ne peut pas répondre, mais qui est essentielle. Les grandes crises qu'on a connues depuis 50 ans ont été résolues par la coordination des banques centrales. Donc là, il y a un enjeu très fort. Alors, dans cet environnement, que fait l'Europe? C'est ça la bonne question. Et tout à l'heure, il y a eu deux réponses qui ont été posées, qui ont été données et qui sont importantes. La première, c'est avoir un marché européen plus intégré. Très clairement, on n'a pas de champion européen parce qu'on n'a pas d'économie intégrée. On a un marché unique depuis 1986, on peut aller vendre ici ou là, mais s'installer, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'a pas, en conséquence, de champion européen. On n'a pas d'entreprise qui bénéficie des effets d'échelle tout à fait considérables dont peuvent bénéficier WeChat en Chine ou Amazon aux États-Unis. Et ça, c'est un élément clé parce que ça donne des marges de manœuvre tout à fait considérables. Et ça, c'est le rapport L'État qui a été publié il y a 1 an à peu près, qui posait cette question et qui est une question réellement à l'œuvre, si je puis dire, ou dans la tête de la Commission européenne à Bruxelles. C'est un élément clé. Si on veut avoir si on veut rendre l'Europe plus autonome, on doit rentrer dans cette dynamique d'un marché plus intégré. La deuxième dimension est celle de l'union des marchés de capitaux, le Saving and Investment Union, qui est absolument essentielle. L'idée est très simple, c'est si on s'interroge sur les actifs américains comme actifs sans risque, si on a un doute sur cet aspect, qui sera le marché de substitution? L'Europe a une carte à jouer. La Chine n'en a pas. L'Europe a une carte à jouer rapidement. Et elle peut le faire avec une épargne tout à fait considérable. Il y a 300 milliards d'euros qui s'éparpillent dans le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas conserver ces 300 milliards en Europe pour permettre, pour faciliter les financements, pour faciliter l'investissement des entreprises, des fintechs aux militaires? Là, il y a quelque chose sur laquelle la Commission travaille de façon importante. Et on voit bien, quand on discute avec les gens qui travaillent sur le dossier, qu'il y a une pression très importante. Et puis la troisième réponse européenne, c'est celle qui était contenue dans le rapport Draghi, qui est de dire il faut qu'on innove. On a un vrai problème d'innovation en Europe, même si, a priori, vous n'êtes pas, vous, directement concerné, mais globalement, on voit bien, quand on regarde les courbes de productivité, production par heure de travail ou des choses comme ça, on voit bien qu'en Europe, il y a un vrai souci, une vraie interrogation, une nécessité d'innover davantage pour infléchir cette courbe de productivité. Là, c'est l'enjeu posé par Mario Draghi. Comment faire pour innover, pour avoir les moyens? Et pour cela, eh bien, l'union des marchés de capitaux et le marché intégré sont une partie de la solution. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous. Et je trouve que finalement, la bonne nouvelle ces derniers jours, c'est le ralliement de la Grande-Bretagne à l'Europe. Je trouve que ça marchait plutôt bien par le passé. Si ça peut refonctionner de la sorte, ce sera une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, elle n'est pas extérieure à cette région. Je vous remercie.